Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Laetitia, merci Peggy pour les présentations que vous allez faire. Alors, l'intitulé du webinaire d'aujourd'hui, c'est Verre et pharmacie. Alors, ça va concerner les verres pour les médicaments, soit sous forme liquide essentiellement, hein, ou également sous forme solide, pulvérulente ou de cachet. Les verres pouvant être des borosilicates, mais également des sodocalciques. Alors, dans un premier temps, Peggy Georges, donc ingénieur de recherche au centre de recherche de Corning à Avon, au sud de la région parisienne, va nous parler de l'aspect historique. Ça va être une présentation générale sur l'évolution des compositions en fonction des applications, le problème de la durabilité chimique, qui est un problème important, un éclairage aussi sur la fabrication des tubes qui serviront à faire des ampoules notamment. Et dans un deuxième temps, donc Laetitia Corde de SGD Pharma, donc il y a des usines à différents endroits dont elle nous parlera, et qui est basée à Sucy-en-Brie, également en région parisienne, nous parlera plus de l'aspect très appliqué au niveau de la fabrication des flacons. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, pour les questions, vous avez la possibilité d'activer le bouton de discussion et on répondra, donc, elles répondront à la fin de leurs interventions à ces questions-là, sous forme écrite ou sous forme orale. Voilà, je vous laisse la parole, Peggy. Très bien, merci Daniel. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Daniel, donc, je travaille maintenant depuis 10 ans au centre de recherche de Corning. Et donc, je vais parler de pharmacie, ce qui peut peut-être surprendre certains d'entre vous, parce que Corning est connu pour les écrans plats, pour la fibre optique, pour la vitrocéramique. Mais on sait très peu, enfin, dans notre communauté, que Corning a également une grande activité en sciences de la vie. Donc, notamment à l'origine du Pyrex, donc il a été beaucoup utilisé pour, par exemple, la production de la pénicilline ou pour les vaccins contre la polio. Mais la grande avancée en sciences de la vie, c'est vers les années 70, donc l'introduction du plastique. Donc, et Corning fournit énormément de récipients en plastique pour les laboratoires. Et depuis les années 2000, donc c'est beaucoup du support pour la production pour la culture cellulaire. L'idée, c'est d'augmenter les surfaces afin d'augmenter la production de cellules. Et enfin, donc, depuis presque une dizaine d'années maintenant, donc, Corning est venu au verre de pharmacie, donc, avec l'acquisition en 2015 de 2 usines du groupe Gerresheimer, et en 2017, peut-être que vous avez entendu parler du verre Valor. Donc, je reparlerai un petit peu de tout ça après. Donc, le verre, il est utilisé depuis des millénaires pour l'emballage pharmaceutique. Déjà, les Égyptiens l'utilisaient pour les parfums, les cosmétiques, les huiles, enfin tous les matériaux liqueurs. À l'époque des Grecs, des Romains, donc le vin, le matériel funéraire était stocké aussi dans le verre. Et depuis le XVIIe siècle, donc beaucoup pour les vins, toujours les produits pharmaceutiques. Donc, les avantages du verre, vous les connaissez, c'est qu'il est nombreux, contrairement aux poteries et autres céramiques. Il est transparent, donc il permet de voir une éventuelle contamination ou dégradation du produit. Il peut être reformé par chauffage. Il est imperméable au gaz, du coup, une protection du contenu. De son module élastique élevé, on peut le stocker, manutentionner. Et enfin, donc, il est durable chimiquement, donc il y a une moindre réaction entre le contenant et les contenus. Donc, les médicaments, ils contiennent des ingrédients actifs délicats, donc, avec des excipients agressifs et complexes, donc, ce qui peut parfois générer des problèmes aussi avec le verre. Donc, avant 1880, les verres étaient principalement des verres sodocalciques. C'était des mélanges de cendres sodiques, de calcaire, de sable. Donc, c'était très pratique parce qu'on en trouvait un petit peu partout dans le monde et c'était des composés facilement fusibles. Donc, on entend aussi parfois le terme flint qui fait référence à des compositions équivalentes mais qui contenaient du plomb. Donc, pourquoi du plomb? Parce qu'il avait une plus grande transparence
pour les contenants pharmaceutiques. Et donc, il était préféré à la bouteille de couleur verte malgré son coût. Et pourquoi les bouteilles de couleur verte? Parce que souvent, à cause des impuretés dans les matières premières, notamment dans le sable qui peut contenir du fer, donc qui génère un petit peu une coloration verte, malgré les éventuels décolorants qu'on peut ajouter au vert. Donc, malgré tout ça, certains médicaments ou aliments se dégradent à la lumière et donc il y a toujours des producteurs de verre ambre ou très foncé pour protéger les contenus. Et donc, d'autres domaines ont nécessité des développements de composition, notamment les thermomètres, les microscopes, etc. Donc, en 1881, donc, dans le laboratoire de Iéna, donc, Abbe et Schott ont collaboré pour rechercher des nouvelles compositions verrières. Et vers 1884, ils ont proposé des compos dont une contenait des proportions de bore et d'aluminium, ce qui augmentait la fusibilité et qui réduisait l'expansion thermique. Donc, au départ, ce type de verre était utilisé justement pour les thermomètres, les lampes à gaz ou la vaisselle de laboratoire. En 1886, c'est un chimiste français, Stanislas Limousin, qui a proposé un contenant qu'il a appelé ampoule pour le stockage des préparations stériles. Donc, on voit ici une première ampoule. Et donc, celle-ci était initialement faite en verre silico-sodo-calcique. En 1910, donc les borosilicates qui avaient été inventés, ils étaient uniquement dédiés à la vaisselle de laboratoire. Donc en 1911, donc dans le laboratoire de Iéna, il y a eu production de gaz, donc de verre, pardon, donc l'alpha glace ou le Phiolax glace. Et donc, entre 1912 et 1914, donc on s'est mis à rechercher un petit peu plus des compositions qui pourraient être dédiées au stockage des produits pharmaceutiques. En 1915, donc, Corning a créé la marque Pyrex, mais celle-ci n'était pas utilisable pour les ampoules à cause de sa température de fusion élevée. Donc, puis les développements, les recherches de composition se sont arrêtés avec la Première Guerre mondiale, notamment dans le laboratoire de Iéna en Allemagne. Et en 1930, donc ce qui est quand même relativement récent, donc Kimball Glass Company a proposé un verre pour des applications laboratoires et pour le stockage pharmaceutique. Donc, depuis ces premiers verres, en fait, il n'y a pas eu de grande évolution sur les compositions. Donc, on voit dans ce tableau, là, par exemple, le Pyrex, depuis les années 1920 à aujourd'hui, la compo elle est globalement restée équivalente. Là, on voit les verres du laboratoire de Iéna, donc laboratoires qui sont devenus les laboratoires Schott par la suite. Donc, les seuls, finalement, les changements de composition qu'il y a eu, ça a été le retrait de certains oxydes, notamment le zinc, l'arsenic ou le barium quelquefois, mais il peut être encore toujours utilisé, le barium. Et là, donc, le verre Kimball Glass, donc, qui est ensuite devenu la société Gerresheimer. Donc, voilà pour les évolutions. Donc, la composition, elle a évolué, mais aussi, on a fait des avancées dans les procédés de mise en forme. Donc, fin 17e, début 19e, donc les contenants étaient principalement soufflés à la main, ce qui prenait énormément de temps. Il fallait une main-d'œuvre qualifiée et ça relevait finalement plus de l'art que de l'ingénierie. Donc, la forme et la taille des contenants n'étaient pas très, très homogènes et dépendaient du souffleur. Fin des années 1800, donc on a commencé à voir l'apparition de moules pour fabriquer les contenants en verre et l'automatisation des procédés de formage, notamment pour les bouteilles. Mais les contenants pour la parfumerie et la pharmacie, donc on continuait à être fabriqués manuellement, liés aux faibles quantités et à leur taille et forme spécifiques. Donc puis, il y a eu une grande avancée, c'était la fabrication des tubes de verre, donc suivi du procédé de converting, dont je vais vous parler par la suite. Donc, ce procédé est passé de semi-automatisé à entièrement automatisé vers les années 60. Donc, avant d'aller regarder d'un peu plus près les procédés, donc les contenants pharmaceutiques, en fait, il y a 4 catégories principales. Donc, il y a les bouteilles et les flacons, les ampoules,
les cartouches ou carpules qui servent à l'injection notamment d'insuline et les seringues en verre. Donc les compositions, elles peuvent être soit en verre sodocalcique, soit en borosilicate. C'est selon l'utilisation qu'on va en faire. Donc soit c'est pour une substance sèche, pour un produit buvable ou injectable. Et donc les procédés de fabrication, ils vont être également choisis selon la forme et la taille du contenant. Donc la fabrication du verre, ça commence toujours par la même chose, un four de fusion. Donc, on voit ici une coupe d'un four, donc avec l'enfournement des matières premières, la chambre principale du four dans laquelle vont se passer tous les processus de fusion, d'affinage, d'homogénéisation, avant de passer dans le conditionnement, l'avant-bassin, pour enfin être transféré vers les procédés de mise en forme. Donc, parmi ces procédés de mise en forme, il y a le procédé dit de moulage. Donc ici, il y a un exemple de procédé soufflé-soufflé, mais je ne vais pas trop détailler ce procédé parce que Laetitia en parlera beaucoup plus par la suite. Donc moi, je vais vous parler un peu plus des procédés de tirage de tubes. Donc il existe deux types de procédés pour ce faire. Donc on appelle le procédé Danner et le procédé vélo. Donc dans les deux cas, le verre arrive donc, du four, comme j'ai montré tout à l'heure. Et là, donc, dans le procédé Danner, on a ici un mandrin en céramique. Donc, il faut imaginer un long tube creux qui tourne, qui est motorisé, qui tourne sur lui-même, sur lequel on va déverser le verre. Et ici, on a une injection d'air. Donc, injection d'air. Et le tout ici est dans une enceinte chauffée, évidemment, pour ne pas refroidir le verre. Donc, le verre tourne là et ensuite, il y a toute une ligne de tirage, de refroidissement. Donc là, c'est coupé, mais ces lignes sont très, très longues. Elles peuvent atteindre jusqu'à 120 mètres de long. Et tout à la fin de cette ligne, donc le verre est encore à haute température et on va le couper pour en faire des tubes, je dirais, d'un peu plus d'1 mètre à peu près de longueur. Donc, ces tubes sont rebrûlés sur les côtés pour ne pas être coupants et pour permettre la manutention. Donc, dans le procédé vélo, c'est un peu différent. Donc, on voit ici, le verre arrive par là. Et là, on a une sorte de cloche inversée en métal. Et donc, le verre va couler autour de cette cloche. Et donc, de la même façon, il y a une injection d'air ici. Et on va étirer le tube et après, donc, de la même façon, le refroidir, le couper, etc. Donc, dans ces procédés, là, c'est la pression d'air, le débit, la viscosité aussi du verre qui vont faire en sorte qu'on va faire des tubes plus ou moins gros et des épaisseurs de tubes aussi plus ou moins importantes. Donc, le choix du procédé, que ce soit le moulage, le procédé Danner ou le procédé vélo, donc ça va se faire en fonction des spécificités du produit et des contraintes imposées par le client. Donc, après cette étape de tube, donc, souvent, il y a les producteurs de tubes et après, il y a les gens qui font le converting. Donc, le converting, en fait, tous les tubes arrivent dans une machine. Donc, je n'ai pas pu vous montrer de vidéo, mais si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir le site de Stefanato Group. Il y a énormément de vidéos où on voit tous ces procédés de converting. Donc là, le plus simple, à partir d'un tube en verre, c'est de fabriquer des ampoules. Donc là, il suffit de réchauffer à certains endroits et puis donc le verre va prendre sa forme et se couper naturellement à l'endroit où on va le chauffer. Quand on fait des viales, donc c'est un procédé un petit peu plus complexe, donc il va falloir chauffer. On va avoir des moules qui vont se rapprocher de certains endroits là, pour fabriquer le col du vial. Et puis après, de nouveau, la découpe et la fermeture du vial, du bas du flacon.
Donc, il y a tous ces procédés de production, mais évidemment, il y a des contraintes, hein, un petit peu dans la pharmacie. Donc, notamment sur la chimie de surface du verre. Donc, on parle de corrosion du verre, parce que même si le verre est considéré inerte par comparaison à d'autres matériaux, il réagit néanmoins en présence de solutions aqueuses et en fonction du pH de ces solutions. Donc, on peut avoir des mécanismes de leaching ou dissolution préférentielle de certains cations. Donc, ce mécanisme est surtout rencontré avec des solutions avec un pH acide ou neutre. Et par contre, quand on est dans des solutions plutôt avec un pH basique, donc on va avoir des phénomènes de dissolution congruente du réseau vitreux. Et la vitesse de corrosion va dépendre de la composition du verre, du pH de la solution. Et également une grande influence des agents complexants qui peuvent être contenus dans la solution. Donc, ces corrosions, elles peuvent être liées au procédé de formage, hein, notamment, on a vu tout à l'heure, lors du procédé de converting, comme on réchauffe le verre à certains endroits, il peut y avoir de la volatilisation de certains éléments, notamment du bore et des alcalins. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Et ce qui peut générer des zones de composition hétérogène, dont des zones de plus faible durabilité chimique. Donc, pour pallier ces problèmes, on fait des traitements de surface, hein, par exemple de la désalcalinisation par introduction d'un sulfate d'ammonium ou des traitements de surface à l'intérieur des produits en verre par dépôt de couche. Et donc, quand on teste un petit peu la chimie de la surface, alors on parle d'extractable et de leachable. Donc, en fait, ce sont les éléments constitutifs du verre qui vont partir dans la solution. Donc, dans un cas, c'est quand on soumet le verre et son contenu dans des conditions agressives, et dans l'autre cas, c'est en conditions normales de stockage. Donc, quand on fait ces mesures, on fait des analyses sur le verre, mais également des élastomères qui peuvent rentrer notamment quand on parlait, je vous montrais tout à l'heure les cartouches, là, une cartouche ou une seringue, donc on imagine bien qu'il n'y a pas que le verre, il y a aussi les stoppeurs en élastomère, donc, qui peuvent éventuellement aussi relarguer. Et donc, les méthodes de test sont standardisées et les définitions des limites sont toujours en cours de définition. Une autre problématique donc, dans la production des contenants pharmaceutiques, c'est les particules de verre qu'on peut retrouver ça et là. Donc, on imagine bien qu'une contamination par des particules dans une zone de remplissage aseptisé, ça peut générer des gros problèmes, une augmentation des coûts notamment et des déchets, et parfois même ça peut conduire jusqu'à la pénurie de médicaments ou des rappels de médicaments, etc. Donc les causes, c'est lié à une forte contrainte sur une fissure qui existait en surface ou à un contact avec un matériau de dureté plus grande ou équivalente. Et donc tout ça, ça se produit pendant la production des emballages ou bien pendant le remplissage ou même après quand on manipule le verre ou pendant la distribution. Donc des solutions, c'est minimiser les contacts verre-verre pendant le remplissage ou renforcer par exemple par échange ionique. Dans ces cas, il existe aussi donc des fissures. Donc une fissure, c'est une fracture qui traverse complètement la paroi vitreuse. Donc on comprend bien que du coup, c'est une voie d'accès pour les microbes ou les contaminations à l'intérieur du médicament. Ça peut aussi générer des fuites du produit ou éventuellement un changement d'atmosphère dans l'espace de tête du contenant. Donc les causes, elles peuvent être liées au procédé de formage à haute température ou une manipulation brutale du verre pendant le remplissage ou le transport. Donc les solutions mises en œuvre, donc là c'est une inspection visuelle pendant la fabrication et après le remplissage, avec notamment aussi une amélioration des protocoles de manipulation pendant le remplissage, et des grands progrès sont faits dans les technologies de détection.
Enfin, un dernier point, donc c'est un point qui est un petit peu plus problématique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc des flakes, des lamelles. Donc dans ces cas-là, c'est une très fine mais longue particule inorganique, donc qui est produite par interaction entre la solution médicamenteuse et le verre. Donc elle peut être formée de différentes façons. Donc soit c'est une précipitation. Donc, c'est-à-dire que donc on va former un solide à partir des composants de la solution ou des composants relargués dans la solution quand on a dépassé la limite de solubilité. Ça peut provenir également de lessivage d'un verre de faible durabilité, notamment les verres sodocalciques. Donc, on va lessiver, on va éliminer les alcalins qui vont se retrouver dans la solution, qui vont faire augmenter le pH de la solution, donc ils vont corroder encore plus le verre, etc. Donc ça peut conduire à la formation aussi de lamelles. Mais il y a le procédé aussi de délamination. Donc ça, c'est un procédé qui est très spécifique au verre de borosilicate issu du tube et du converting. Donc là, sur cette image, on voit la formation d'un vial, donc on voit ici le vial, et donc, quand on réchauffe pour former le talon du verre, donc on voit qu'il y a un petit peu de volatilisation. Et donc les études ont mis en évidence que ces volatilisations, c'était notamment du sodium et du bore. Donc ils vont se volatiliser et ils vont se recondenser un petit peu plus haut dans des zones un peu plus froides. Et tout ça, donc là il y a un schéma d'un vial ouvert, donc ça va créer des zones de durabilité chimique plus faibles. Et on voit ici sur cette image même, donc ici en foncé la composition initiale du verre et là le changement de composition lié à la délamination. Et ici on voit carrément les lamelles, hein, le verre qui pèle et ces petites particules après qui peuvent tomber dans le contenant. Donc, on comprend bien que tout ça, c'est très grave, notamment pour les produits qui sont voués à être injectés par la suite. Donc, c'est un réel problème de travailler, d'éviter ce problème de délamination. Donc, après tout ce qu'on a vu, donc la composition, les problématiques rencontrées, les façons de former ces contenants. Donc, on comprend bien que l'emballage pharmaceutique est quelque chose d'extrêmement contrôlé. Donc, il existe des organismes de normalisation, hein, pour contrôler tout ça, dont les pharmacopées. Donc, une pharmacopée, à la base, c'est un ouvrage qui recense principalement les plantes ou les substances d'origine animale ou minérale qui peuvent servir aux médicaments. Et depuis peu aussi les substances chimiques. Donc la pharmacopée américaine, la première édition a été écrite en 1820. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution ensuite. Donc, au début des années 1900, donc, il y a eu de nombreuses publications scientifiques et commerciales pour comparer les verres silico-sodocalciques et les borosilicates, mais il n'y avait rien dans la pharmacopée. C'est qu'en 1942, donc, il y a eu introduction d'un chapitre concernant l'emballage et de tests permettant de distinguer les types de verres connus. Donc là, à l'époque, il y avait 4 types de verres, donc du type 1 à 4. Donc le type 1, c'était le verre qui avait la plus haute durabilité chimique, donc qui était lié à la composition, enfin qui est lié à la composition du verre. Le type 2, c'est un verre de durabilité chimique élevée, mais qui est dû à un traitement chimique. Et le type 3, donc c'est le verre avec la plus faible durabilité. Donc en général, ces types 3 ne sont pas utilisés pour les médicaments injectables. Et les types 4, donc c'était une durabilité entre les types 1 et les types 2, mais la façon d'obtenir la durabilité n'était pas très, très claire. Donc ça a été arrêté. Donc en général, donc les types 1, on les assimile plutôt à des borosilicates, et type 2, ça serait plutôt des verres sodocalciques avec un traitement de surface, et les types 3, des verres sodocalciques. Donc, les tests qui permettent de tester tout ça, donc il y a des tests sur du verre en grains avec de l'eau. Donc, on passe en autoclave à 121 degrés. Donc, 121 degrés, c'est un choix parce que
C'est une température qui est utilisée après, notamment pour la stérilisation des produits. Et ensuite, donc, on récupère la solution et on fait une titration avec un acide dilué. Donc, donc le volume d'acide qu'on utilise, donc ça permet de distinguer les verres de type 1 et de type 2. Par contre, là, on parle du verre en grain, mais on ne parle pas de la surface du contenant. Donc, il y a un autre test aussi qui… donc, c'est basé sur le même principe, sauf que dans ce cas, on prend le contenant en verre, on le remplit d'eau et on le passe en autoclave un peu plus longtemps et on fait la même chose. Donc, ce test permet de quantifier la performance, enfin, la durabilité chimique des surfaces, mais il ne permet pas de différencier un verre de type 1 et de type 2. Parce que s'il a eu un traitement chimique, il aura une bonne durabilité, mais on ne saura pas de quel type il s'agit. Donc, pour les distinguer, il existe un autre type de test, c'est-à-dire on fait une résistance hydrolytique à 120 degrés. Ensuite, on prend le flacon, le contenant en verre, et on fait un etching avec de l'acide fluorhydrique à la surface, et on refait le test. Et dans ces cas-là, si on obtient la même chose avant et après, c'est qu'on avait affaire à un type 1. Par contre, si on a quelque chose de différent, c'est qu'on a un verre soit avec un traitement chimique, soit un verre qui est carrément de type 3. Donc, il existe aussi un autre type de test qui permet de tester la résistance aux acides à 121 degrés. Et enfin, un test qui est dans la pharmacopée, donc c'est le seul sur l'arsenic, qui permet de quantifier la teneur en arsenic extraite après un passage en autoclave. Et donc, on comprend bien aussi que dans les flacons en verre, on ne va pas mettre uniquement de l'eau. Mais comme chaque solution est fonction en fait, de la formulation du médicament, donc la pharmacopée fait des recommandations pour faire des études avec d'autres solutions. Mais il n'y a pas de test vraiment défini pour étudier les interactions. Ce sera vraiment en fonction du client, en fonction du verre, etc. Donc, pour résumer un petit peu la chronologie de la pharmacopée, donc je vous ai remis ici la création, la première édition. Quand les borosilicates ont été inventés, quand est-ce qu'ils ont commencé à être utilisés, et on voit que c'est que vers les années 1940, donc que les premiers tests ont commencé à être faits. Et donc, les petites croix là représentent les nouvelles éditions de la pharmacopée. Donc, on voit que ces derniers temps, ça évolue énormément. Il y a sans cesse de nouveaux changements dans la pharmacopée. Donc, la pharmacopée européenne, elle existe depuis 1964 et elle en est actuellement à sa 11e édition. Donc, évidemment, il y a des harmonisations des procédures, des méthodes de test et des limites entre les pharmacopées pour que tout le monde soit bien d'accord. Donc, en résumé de tout ce que je vous ai montré, donc on a vu qu'il y avait une évolution de la forme, de la taille, de la couleur et de la composition et des procédés de fabrication des contenants pharmaceutiques. Donc ici, on retrouve des premières bouteilles en verre sodocalcique, donc soufflées à la main, soufflées, moulées à la main, etc. Donc avec un procédé de pressé-soufflé, donc semi-automatisé ici, pour enfin arriver aux flacons actuels, donc qui sont soit des borosilicates là sur l'image, soit faits par moulage, comme on voit le flacon de verre flambe. Et donc pour finir, donc les principaux axes de développement de la pharmacopée, donc on a bien compris que c'était très réglementé. Les fabricants ne peuvent pas changer la composition de leur verre comme ça, comme ils veulent. À chaque fois, il faut passer énormément de tests pour valider la composition avec le pharmacien. Et donc, mais toutefois, on peut quand même un petit peu changer les compositions de borosilicates pour en augmenter la durabilité. Il y a des nouvelles compositions sans bord qui ont été mises sur le marché pour éviter la délamination. Donc là, je vous ai mis le site internet de Corning. Je vous invite à aller voir éventuellement. Donc là, c'est le verre Valor qui est un aluminosilicate et qui permet donc qui contient pas du tout de bord et qui permet d'éviter ces problèmes. Ou des ajouts de coating, notamment des coatings de silicone ou des équivalents pour protéger l'intérieur du verre.
Enfin, il y a des évolutions donc, sur les tests, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec des méthodes pour caractériser les nouveaux emballages. Et enfin, donc l'objectif de tout ça, c'est d'offrir aux fabricants pharmaceutiques des options pour sélectionner le contenant le plus adapté à sa formulation. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, cet exposé a été principalement tiré de ces deux publications. Si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations dessus, je vous invite à aller les consulter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, hein, Peggy, pour cet exposé très intéressant. Donc, nous allons maintenant continuer avec Laetitia Corde, qui est de SGD Pharma, donc, qui va aborder donc, le problème des flacons, en particulier fabriqués par Soufflet et d'autres aspects, bien évidemment. Bonjour, je m'appelle Laetitia Corde, donc moi je suis responsable R&D chez SGD Pharma. Donc voilà, je travaille chez SGD Pharma depuis 7 ans maintenant. Donc je vais vous présenter, donc déjà vous introduire SGD Pharma. Et moi je vais plus parler du procédé de formage du verre moulé. Donc on va rappeler un peu plus en détail les différents types de verres pour l'industrie pharmaceutique et qui vont être liés à différentes applications dans la pharma. Et enfin, on va parler des différences de procédés verre moulé et verre étiré, mais du coup, c'est quoi l'impact sur le produit final et pour le médicament. Donc en introduction, qui sommes-nous? Donc on s'appelle SGD Pharma. Donc un peu d'histoire pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc SGD, ça veut dire Saint-Gobain des Jonquières. Donc historiquement, on était une filiale de Saint-Gobain. On a été revendu en 2007 et on s'est appelé SGD Group. Et historiquement, on fabriquait des flacons pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi pour l'industrie cosmétique de la parfumerie. Cependant, en 2016, les deux business ont été séparés. Donc, les conséquences, c'est que du coup, SGD est devenu SGD Pharma et se concentre très exclusivement sur le marché pharma. Et on a une usine qui a été construite à Saint-Quentin-la-Motte. Donc, pour certains qui connaissent, c'est à 5 minutes de Mers-les-Bains. Donc, l'activité historique de Mers-les-Bains a été transférée sur cette nouvelle usine. Donc, aujourd'hui, SGD Pharma, c'est le leader mondial de l'emballage pharmaceutique en verre le leader en verre moulé, donc, pour le marché parentéral. Donc voilà, donc parentéral, on va parler d'injectables, donc ce qui est injecté dans le sang, mais aussi tout ce qui est perfusion, donc pour tout ce qui est alimentation de nutrition, par exemple. On est aussi un acteur important sur les applications orales, donc tout ce qui est sirop, antibiotiques. Et enfin, depuis quelques années, on est un nouvel acteur en verre étiré sur le marché parentéral, surtout sur le marché indien. Donc, quelques mots-clés pour SGD Pharma. Du coup, on a un siège social basé à Paris. On a 5 sites de production certifiés, donc 2 en France, 1 en Allemagne, une usine en Chine et une usine en Inde. Et on est tous certifiés ISO 15378. Donc, cette norme, elle s'applique à la production de packaging pharmaceutique et elle inclut à la fois les contraintes de l'ISO 9001, du management de la qualité, mais aussi des bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est un concept très important en pharmacie et qui régit la production de médicaments. Du coup, pour quelques chiffres, du coup, nous, on fabrique 2 milliards de flacons chaque année. Et on a aussi une implémentation mondiale, donc on va vendre sur tous les marchés, donc soit en Europe, Asie, Inde et Amérique. Et on est fournisseur direct de 7 des 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques. Et pour donner un peu plus, voilà, pour montrer, parce que j'en ai parlé un peu, mais du coup, voilà, un peu un mapping du monde. Du coup, on a une présence mondiale avec 5 usines, comme j'ai dit, et on a des bureaux commerciaux en Amérique, Chine, Inde et Europe. Voilà. Donc, on a une présence mondiale. Et on a aussi un centre de tri aussi en France. Donc, voilà, parce que nous, on propose aussi le tri de nos flacons après production, selon les choix de qualité.
Pour montrer un peu aussi la complexité aussi de l'industrie pharmaceutique, c'est du coup les différentes applications qu'on peut avoir. Donc, on a déjà parlé de l'injectable, perfusion, orale et nasale. Et donc, du coup, on va avoir différentes applications. Donc, je montre cette slide, c'est aussi pour dire que bah, voilà, pour chaque application, on va avoir des procédés chez les clients différents, des spécificités différentes, des besoins différents. Voilà, par exemple, quand on parle d'injectables, on va avoir des contraintes de toxicologie et de résistance chimique de flacons très différentes par rapport à l'oral. Et du coup, on va avoir des besoins clients différents en termes de résistance chimique, mécanique. Et donc, on va pouvoir proposer différents types de verres pour chaque application. Donc voilà, donc pour le procédé de formage, je vais commencer par le procédé de formage du verre moulé. Donc là, on commence par quelques photos un peu du process. Donc là, ce qu'on voit à gauche, c'est le traitement type 2, comme on a parlé Peggy. Donc le traitement de type 2, c'est un traitement qu'on met sur le verre sodocalcique. Et c'est un traitement qui permet de désalcaliser la surface interne du flacon. Donc voilà. Et à droite, bon, je vais en reparler plus tard, mais c'est tout ce qui est formage du flacon avec les bras de transfert sur les photos. Donc voici donc une slide avec le process général du verre moulé. Donc assez macro, donc on va avoir la composition, la fusion, le formage, le contrôle et le conditionnement. Ce qu'on peut noter ici de particulier et qui est plus spécifique à l'industrie pharmaceutique, c'est que nous, tout ce qui est inspection, en sortie de salle, ce qu'on appelle le bouchot, hein, dans l'industrie verrière, donc en sortie de bouchot, on inspecte et on conditionne nos flacons en salle blanche. Et du coup, on va contrôler la propreté des salles blanches avec donc on contrôle le taux de particules, mais aussi le taux de microbes, le taux microbiologique des salles blanches. Voilà. Donc on est certifié ISO 8, donc c'est un type de salle blanche. Voilà. Donc la composition, c'est peut-être assez classique, je pense. Donc du coup, on a ça part déjà d'un contrôle à l'entrée des matières premières, donc à partir d'un plan de contrôle. Ensuite, les matières premières sont insérées dans des silos. Donc on a plusieurs silos en fonction des matières premières. Puis ensuite, on a des pesées automatiques, voilà, pour ajuster la composition. Donc peut-être que la chose importante, c'est qu'en pharmacie, on a des contraintes et on s'engage sur des spécifications de composition chimique. Donc on a des limites hautes et des limites basses et on s'engage auprès des autorités de santé. Donc on se doit de respecter, d'avoir un contrôle assez fin de la composition. Et ensuite, au niveau du mélangeur, donc on mélange la composition et ensuite c'est introduit dans le four. Voilà. Donc après, donc voilà, donc là c'est un. Je vais juste mettre le pointeur. Donc là, on s'est présenté un four à régénérateur. Donc peut-être assez classique. Donc ça, c'est pour la production de soda calcique. Donc voilà, donc on va d'abord avoir la partie mélangeage fusion et ensuite la partie affinage. Et donc qui permet d'éliminer les bulles du verre assez basiquement. Et ensuite, donc ça c'est la gorge du four et ensuite ça va vers les feeders et vers le formage. Donc on estime que les matières premières sont transformées dans le four en verre de fusion sous 24 heures. Donc là, ce qu'on voit sur les photos, donc c'est le sodocalcique et donc en fait, c'est des flammes, des brûleurs gaz-air. Bon là, c'est assez rapide parce que normalement, chaque flamme de chaque côté, c'est 20-30 minutes, donc c'est en accéléré. Et donc ça permet donc ça chauffe en fait. En fait, ça permet d'économiser, de chauffer le gaz, de faire une boucle de chauffage du gaz pour optimiser l'énergie en fait. Voilà. Donc, pour donner un peu des informations sur le borosilicate, nous, à SGD Pharma, on a un four 100% électrique, sur notre site de 50 à la Motte. Voilà. Et donc, du coup, mais c'est principalement pour le type 1 blanc. Donc, voilà, aujourd'hui, on fabrique le type 1 blanc avec un four 100% électrique. Sinon, on est plus sur des technologies de four oxygaz. Donc, voilà, les technologies sont différentes. Donc, pour expliquer aussi, c'est que les températures de fusion sont différentes. On va être sur des températures plus au-dessus de 1500 pour le verre borosilicate et plus autour de 1300, 1350 pour le verre sodocalcique.
Donc, on a des contraintes au niveau des fours c'est beaucoup plus contraignant pour le borosilicate. Et d'ailleurs, nos durées de vie de four sur le borosilicate sont beaucoup plus courtes. Donc voilà, ensuite, on vient le formage. Donc là, je vais plus parler donc on a 2 procédés chez HD Pharma, le procédé pressé-soufflé et soufflé-soufflé. Et donc là, on parle aussi du four de recuisson. Donc bien sûr, ensuite, une fois qu'on a formé les flacons sont passés dans un four de recuisson. Donc le but, c'est de libérer les tensions dans le verre. Donc si on va un peu dans le détail, donc en fait, on a un arche de recuisson, où on va remonter la température juste au-dessus de la TG, donc la température de transition vitreuse. Donc là, à ce moment-là, le verre devient un peu mou et du coup, ensuite, on a un gradient de température très faible pour ne pas recréer de tension, en fait. Donc voilà, donc on repasse sous la TG pour éliminer les tensions dans le verre. Voilà. Donc là, une petite vidéo où on voit la formation des flacons, donc avec un procédé, donc je ne sais pas quel procédé c'est, mais du coup, on part d'une paraison et elles sont formées, coupées et introduites dans les moules. Donc plus de détails sur les différents. On a 2 types de procédés, donc soufflé-soufflé et pressé-soufflé. Donc dans les 2 principes, il y a des principes assez similaires, c'est qu'on a deux étapes. Donc une préforme, donc l'ébauche qu'on appelle l'ébauche qui est moulée et qui permet de former la bague aussi. Et ensuite, l'ébauche est transférée par un bras de transfert vers les moules finisseurs et ça lui permet de donner la forme finale du flacon. Donc en détail, le pressé-soufflé, la première étape donc, est fait, l'ébauche est pressée par un poinçon. Et la différence principale entre le soufflé et le pressé-soufflé, ça va être, pour le pressé-soufflé, ça va être une meilleure répartition de verre, ce qui permet d'avoir une épaisseur de verre beaucoup plus homogène. Donc pour le soufflé, la première étape, ça va être donc l'ébauche également va être formée, mais grâce au soufflage avec de l'air filtré et comprimé. Donc ensuite, comme j'ai expliqué, on va donc la partie inspection, donc ça se fait en salle blanche. Donc voilà. Et du coup, on va contrôler les dimensions, l'intégrité du verre, les dimensions externes, le fond et la bague. Et on a aussi un contrôle statistique par un opérateur. Donc les défauts, voilà. Ça va être un peu différent de la cosmétique ou de la parfumerie. Nous, c'est vrai qu'on va s'intéresser on va mettre un focus très important sur les défauts critiques, comme va parler Peggy. Donc les défauts critiques qui vont avoir un impact sur la processabilité du client, donc chez le client, mais aussi sur le patient. Donc typiquement, un exemple par exemple du dimensionnel de la bague. Si la bague a un diamètre extérieur trop important, ça peut avoir un impact parce qu'en fait les flacons ils vont être remplis, ils vont être bouchés et sertis. Et du coup, si le diamètre bague est trop important, on va potentiellement avoir un mauvais sertissage et donc un problème d'étanchéité et donc une potentielle dégradation du médicament au cours de sa vie. Parce qu'en fait, les flacons ils sont remplis par un médicament et la durée de vie c'est 2-3 ans en général. Donc il faut donc un perte d'étanchéité, c'est potentiellement une dégradation du médicament, mais aussi une problématique microbiologique du médicament. Et donc c'est très voilà. Donc les défauts critiques, voilà, ça va être ce qui va potentiellement impacter le médicament et le patient également. Donc ensuite, là, on passe par un reteneur souffleur. Donc le principe du reteneur souffleur, c'est qu'en fait, on va injecter de l'air filtré. Donc c'est pour éliminer toutes les particules qui peuvent être contenues dans le verre. Donc c'est encore une fois, les particules sont des défauts critiques, sont des défauts qui peuvent impacter. Voilà. Donc nous, on intègre dans ce cas-là, donc en plus de contrôler la propreté de nos salles blanches, la propreté des salles blanches, on a un process de retourneur souffleur et ensuite, du coup, on vient emballer les flacons avec du film rétractable, toujours en salle blanche et ensuite on vient palettiser, donc les palettisations sont automatiques
Et donc, nous, on fonctionne avec une traçabilité à la palette. Ça, c'est aussi un point très important dans la pharmacie, c'est la traçabilité du batch. Et donc, l'idée, c'est que s'il y a un souci, on est capable de remonter à l'heure de production et au jour de production pour pouvoir identifier les problèmes qu'il y a eu en production. Voilà. Car en fait, s'il y a eu des problèmes, voilà, si par exemple le client a un problème, ce qui peut être plus ou moins grave, il a besoin d'avoir les informations sur le lot en question. Et ensuite, bien sûr, on couvre en plastique. Voilà, la palette est protégée pour le transport, parce qu'on peut avoir des transports très longs et voilà, en bateau, en avion. Voilà pour le procédé. Euh, du coup, pour les différents types de verres, donc Peggy en a déjà parlé, donc je vais peut-être aller vite. Donc il y a les 3 types de verres. Elle a parlé aussi du vert ambre. Donc ça, c'est aussi quelque chose voilà, on a 2 types de couleurs. Donc aujourd'hui, on a 2 types de couleurs seulement, donc le blanc et le jaune. Et le jaune permet de protéger les médicaments des UV. Donc typiquement, les sirops, par exemple, sont souvent de couleur ambre. Et donc là, bon, le type 2, pourquoi on l'a représenté de cette façon, c'est parce qu'en fait, le type 2 possède des résidus d'ammonium, non, de sodium, de sulfate sodium, non, de sodium sulfate, désolé. Donc il y a des résidus en surface interne, c'est un film blanchâtre et qui va être éliminé chez le client. Parce que pour savoir que chez le client, on envoie des flacons chez le client qui vont être lavés et ensuite qui vont être dépyrogénisés. Donc dépyrogénisés, c'est pour vraiment stériliser et éliminer les pyrogènes des flacons. Donc voilà. Donc on a du type 1, type 2, type 3. Donc je ne vais peut-être pas rappeler les compositions, mais du coup, le type 1, en fait, ces types sont définis dans la pharmacopée, comme on a parlé pays. Et du coup, le type 1, donc bien sûr, c'est un borosilicate. Et le type 2, type 3, ce sont des sodas calciques. Et le type 2, c'est donc du coup voilà, c'est un type 3 qui a reçu un traitement interne à base souvent qui peut à base de sodium sulfate, mais pas que. Donc, on a d'autres procédés. Bon. Donc dans le détail, bah voilà, on a détaillé un peu à quoi servaient tous les éléments, mais globalement voilà, donc pour le bore, l'intérêt du bore, bah, c'est d'améliorer la résistance chimique, mais ça va permettre aussi d'augmenter le coefficient de dilatation thermique et donc d'améliorer sa résistance au choc thermique. Donc on peut penser par exemple au biberon. Oui. Oui. Oui, on peut penser par exemple aux biberons en verre qui sont fabriqués en borosilicate, donc qui nécessitent une résistance au choc thermique importante. Donc après, dans le détail, il y a la silice, bien sûr, c'est le formateur du verre. Le sodium, bon, qui permet d'abaisser la tension de surface, mais du coup qui va avoir un effet négatif sur la résistance chimique, parce que bien sûr, il casse les liaisons covalentes de la structure du verre. Et l'aluminium, qui est un intermédiaire et qui globalement améliore la résistance chimique. Donc, voilà. Donc un petit rappel encore une fois, mais du coup, voilà, donc le type 1, borosilicate, durabilité chimique élevée. Voilà, ce qu'on appelle neutre, bah, c'est ce qu'a dit Peggy, donc inerte dans la masse et forte résistance au choc thermique. Le type 2, type 3, donc voilà, le type 2 est inerte en surface interne et a une haute durabilité chimique liée à son traitement. Mais du coup, le type 2 type 3 auront une résistance au choc thermique plus limitée avec un coefficient de dilatation plus élevé. Donc ça, c'est ce slide que j'aime bien, du coup, c'est pour relier un peu à la première slide que j'ai mis. Donc on a des types de verres pour les différentes applications de la pharma. Et du coup, on va principalement proposer le type 1 pour des produits pharmaceutiques sensibles au changement de pH ou particulièrement agressifs. Et ils vont être sur la partie infusion, injectable, nasale. Le type 2, on va plus, donc ça va être toujours infusion injectable, mais sur des médicaments moins agressifs et en général à des pH neutres ou acides. Pour tout ce qui est vraiment un pH basique, souvent c'est le type 1 qui est utilisé. Et donc des exemples d'applications, ça va être les dérivés sanguins, l'albumine. Et pour le type 3, donc c'est plus avec une durabilité plus modérée à faible. Donc là, on va être sur les marchés de l'oral principalement, mais
Donc, j'ai quand même marqué injectable parce qu'on produit de l'injectable dans le titre 3. On en parlait avec Daniel avant, mais du coup, là, on parle beaucoup de liquide en fait, mais si on met des gélules, des poudres ou des formes solides, clairement, on va utiliser le type 3 puisque là, les interactions entre le flacon et le médicament seront négligeables. Donc, on peut utiliser des flacons de résistance chimique moins importante. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de résistance chimique, c'est vrai qu'on a beaucoup en tête les liquides, mais c'est vrai qu'il existe il existe aussi des médicaments en forme solide. Donc voilà. Donc sinon, bon, du coup, on vous a parlé des procédés verre moulé, verre étiré. Et du coup, c'était intéressant de comparer le produit final. Donc là, on a mis des photos de flacons. Donc voilà, donc on va quand même voir déjà le fond avec le verre moulé, c'est plus classique avec un numéro de moule, un molletage. Le verre étiré avec un fond plat. Et du coup, on va avoir des différences de design au niveau du col, au niveau de l'épaule et voilà, au niveau du design. Et aussi, on va avoir des différences d'épaisseur aussi. Donc, je ne vais pas forcément reparler du process, mais du coup, voilà, juste rappeler qu'il y a 2 process différents. Donc, le moulé, c'est une étape de process comparé au procès étiré qui a 2 process. Et aussi une vitesse de production qui est, qui est 10 fois plus importante pour le moulé. Juste pour rappeler, je ne l'ai pas forcément précisé, mais c'est vrai que aussi une des différences, c'est que avec le verre étiré, Peggy en a parlé, mais du coup, on va pouvoir faire des ampoules, des cartridges, des flacons. Sur le verre moulé, en général, aujourd'hui, on produit principalement des flacons, mais du coup, ça permet aussi, le verre moulé permet aussi de fabriquer des formes plus complexes comme les biberons ou aussi des pots pour les médicaments. Voilà. Donc, on peut avoir des formes plus complexes au niveau du verre moulé. Donc aussi, pour présenter, c'est aussi une complémentarité en termes de taille de flacon. Donc sur les verres étirés, on va pouvoir faire des flacons avec des volumes très faibles, donc de 1 ml à 50 ml, alors que sur le verre moulé, on commence au 5 ml. Et nous, on peut aller jusqu'à 1 litre sans souci, quoi. Donc pour les perfusions, c'est aussi appliqué à ce type de marché. Et oui, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que pour les verres étirés, on pense aux médicaments monodose. Du coup, voilà, ça s'applique aussi plus aux verres étirés. Donc, Peggy en a parlé, mais en pharmacie, on parle beaucoup d'interactions chimiques contenu-contenant. Et donc, on parle en général des extractibles. Et donc, comme a expliqué Peggy, les extractibles, c'est vraiment ce qui va être relargué dans la solution, les éléments du verre qui vont être extraits dans la solution. Et en général, les extractibles, c'est du vieillissement accéléré, donc on va pas attendre 2-3 ans de vieillissement naturel du médicament parce que c'est trop long. Donc en général, on utilise des vieillissements accélérés. Donc soit en autoclave, soit aussi en étuve. Et du coup, là, on vous a présenté 4 solutions qui sont décrites dans les pharmacopées. Donc l'eau, donc ça c'est vraiment la pharmacopée américaine et la pharmacopée européenne, c'est le chapitre classique de la pharmacopée. Et en plus, dans la pharmacopée américaine, il y a un chapitre plus spécifique. Mais en fait, ce n'est pas des obligations, mais c'est plus des recommandations. Donc, des recommandations sur la bonne utilisation du verre. Et du coup, et aussi pour évaluer la proportion du verre à délaminer. Donc la délamination, c'est un type de corrosion qui est assez dans le borosilicate, mais surtout dans le verre étiré. Donc verre étiré et borosilicate. Comme Becky a expliqué le process. Et donc, on ne va pas tester que l'eau parce que l'eau, bon, c'est pas forcément c'est pas le plus agressif. Il y a beaucoup plus agressif que l'eau. Donc, on va aller sur des pH plus élevés, 8 à 10, pour évaluer la proportion à la délamination. Et ce qu'on voit, c'est que, donc là, on a fait une étude en fait entre le verre moulé type 1 et le verre étiré. Donc ça, le verre étiré, c'est un verre qu'on a pris sur le marché, donc c'est un verre standard. Voilà. Et donc c'est une étude sur un batch, sur du 10 ml injectable. Et on voit que voilà, le verre moulé a une résistance chimique
meilleure et à moins de risque de d'élimination du verre moulé. Donc nous, c'est surtout lié voilà, à notre process. Donc on a 15 types de process et on a une meilleure protection contre le changement de pH. Donc là, si on veut aller dans le détail, par exemple, du KCl, et ben du coup, voilà, donc on évalue la silice, le sodium, potassium, calcium, aluminium et bore. Voilà. Et en général, on présente la somme voilà, des extractibles. Et, ça, voilà, et on voit que pour le verre moulé, on est inférieur. Donc on présente aussi la résistance mécanique donc, du verre moulé, donc VS le verre étiré. Donc pareil, c'est une étude et on a comparé le 5 et 10 ml donc, sur un verre standard tube, hein, donc borosilicate. Voilà. Et du coup, on voit que si on prend la charge verticale et la charge radiale, donc en général, c'est l'écrasement vertical qu'on va tester. Et donc, en général, l'écrasement vertical classique, c'est en fait, on peut. Pourquoi on teste la résistance mécanique des flacons? C'est qu'on sait aussi que les process clients vont être très agressifs. Donc là, par exemple, pendant le bouchage, pendant le chargement et la manipulation des flacons, en fait, il va y avoir beaucoup de chocs entre les flacons. Et donc, ça risque de fragiliser les flacons et on a des casses, en fait. Et les procédés sont quand même assez agressifs chez le client. On peut avoir des changements de température, des chocs entre les flacons et aussi les procédés de bouchage. Donc là, on voit, voilà, donc c'est pour ça qu'on évalue aussi et mieux on a meilleure est la résistance mécanique, moins il y aura de casse chez le client. Et du coup, on voit que le moulé est plus résistant mécaniquement que le tube, ce qui va casser à une force plus importante. Donc là, après, on s'est un peu amusé à faire la différence donc, en fonction des critères, de certains critères. Donc pour la résistance chimique, les deux sont quand même bons, hein, parce que c'est du borosilicate, ils sont neutres. Mais on a mis voilà, le moulé permet il y a moins de risque de d'élimination avec le moulé. Pour la résistance mécanique, donc là, il y a aussi un meilleure résistance pour le moulé. Mais en contrepartie, on peut voir par exemple, si on regarde le poids, que le verre moulé est plus lourd. Donc sur une référence, je ne sais pas c'est laquelle en fait, c'est un petit flacon qu'on a testé. Du coup, on était à 29 grammes et 16 grammes pour le verre étiré. Et aussi sur la partie cosmétique, donc ça c'est lié au process de canne, on va avoir un verre avec des aspects cosmétiques meilleurs que le verre moulé. Donc, parce que du coup, on a un verre étiré et du coup, on a peu de défauts cosmétiques sur le corps. Et on a aussi une épaisseur plus homogène. Voilà, merci. Merci Laetitia pour cette présentation très, très intéressante. Alors, je n'ai pas vu de questions là, qui sont apparues au cours des présentations. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas maintenant à en poser. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour Daniel, c'est Franck. Oui. J'ai une petite question pour Laetitia. Oui. Je voulais savoir, est-ce que dans les procédés, là, vous mettez beaucoup de verre recyclé, du calcin en gros, ou c'est quelque chose qui est interdit là, à cause des contraintes? Donc en fait, il n'y a pas d'interdiction dans les pharmacopées, il n'y a pas d'interdiction dans la réglementation. Donc aujourd'hui, en général, dans la grande majorité de l'industrie pharmaceutique et particulièrement dans le borosilicate, il n'y a que du recyclage interne. Donc, voilà. Donc pour le recyclage externe aujourd'hui, il n'existe pas encore de filière. Donc, voilà. Et je dirais, comme on avait discuté, parce que la question, on l'a déjà eu avant, donc je dirais qu'on ne le fait pas aujourd'hui, mais c'est en discussion, on travaille dessus et voilà. Et oui, ça s'est pas fait. Pour expliquer pourquoi on n'a pas encore travaillé, pourquoi ça s'est pas fait avant, faut imaginer aussi qu'on va les flacons des hôpitaux. Ils peuvent être infectieux ou contenir des médicaments qui sont dangereux. Donc il y a toute cette partie-là aussi à prendre en compte dans la création d'une filière. Et aussi le fait que on a des mélanges de composition aussi. Comme on voit, il y a des sodas classiques, borosilicate. Et du coup, nous, en tant qu'industrie pharmaceutique, on doit s'engager aussi à une certaine composition chimique. Donc, voilà, c'est une explication pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas, mais aujourd'hui on y réfléchit et voilà, on travaille dessus. Merci. Merci Franck pour ta question. D'autres questions?
J'avais une question pour Laetitia. Donc, le procédé dans lequel on met du d'ammonium sulfate, comme tu dis, dans les flacons, après formage, donc le flacon est encore chaud. Oui. Donc, cette évaporation se produit avant l'âge de cuisson, où est-ce qu'on laisse séjourner un peu plus longtemps l'échantillon à haute température, ou est-ce qu'on change rien du tout par rapport au cycle de formage d'un type 1 traditionnel quand on fait un type 2? Est-ce qu'on laisse plus longtemps? Et la deuxième partie de ma question, ça serait: le dépôt est bien homogène ensuite quand ce composé s'évapore? Donc, pour la première question, du coup, il n'y a pas vraiment de différence sur l'arche de cuisson, ni sur le formage, par ma connaissance. Oui, c'est fait. Voilà, en fait, on profite du fait que ça soit chaud, hein, du coup, parce que la réaction, elle est efficace à chaud. Donc justement, c'est. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de différence au niveau de l'arche de cuisson, quoi, par rapport à un type 3. D'accord. Voilà. Et c'est D'accord. l'injection, là, par exemple, on injecte de la poudre et ça va faire la réaction presque instantanément, en fait. Et il va y avoir des fumées qui vont être. On a des extractions de fumée. Voilà. D'accord. Et c'est ensuite, comme tu l'as dit, c'est le client qui ensuite enlève le voile par Voilà. lavage dans Parce que son sol de. Parce qu'en fait, pour les applications d'injectables et d'infusion, de toute façon, qu'il y ait du type 2 ou du type 1, ils lavent le flacon avant. En fait, Ouais, on leur a pas imposé un process supplémentaire. En fait, c'est que d'accord. pour ce type d'application, on lave le flacon. Voilà. Et la deuxième question, c'était oui, l'homogénéité du traitement. Du coup, oui, on a fait des études en R&D et donc on a, par exemple, je sais pas si on connaît bien le test du bleu de méthylène, mais c'est un test qui permet de visualiser. C'est un test. On va mettre du bleu en fait, et ça va permettre de voir si le flacon est attaqué. Si le flacon est bleu, on sait que c'est attaqué. Et donc, D'accord. par exemple, si on fait des tests de vieillissement et qu'on fait des tests au bleu, on va pas avoir de différence sur le flacon en fait. On va pas avoir de différence de bleu en fait. Soit tout le flacon est bleu, soit il est pas bleu. Donc en fait, ces études qu'on a fait, on n'a pas forcément vu de différence de différence d'homogénéité sur le flacon, sur les études on a produites. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions des auditeurs? Sinon, moi j'en ai une plus pour Peggy cette fois-là. Donc, le verre dont tu as parlé, Peggy, donc, qui est alternatif au borosilicate pour éviter les problèmes de délamination, donc, qui s'appelle le verre Valor, si j'ai bien noté. Ouais. Donc, il y a longtemps qu'il est mis au point, il est industrialisé, il a beaucoup servi pour les vaccins anti-Covid. Ah, d'accord. Mais tu as bien compris que ce n'était pas facile de mettre un nouveau verre dans la pharmacopée. Et donc, son problème, c'est que ce n'est pas un borosilicate et que dans les textes, c'est marqué type 1 ou borosilicate, ou virgule borosilicate, comme quoi les types 1, c'est que les borosilicates. Donc, Oui, parce qu'en fait, là, quand j'ai expliqué le type 1, type 2, type 3, en fait, c'est ce qui a marqué dans la pharmacopée, quoi. C'est les définitions de la pharmacopée. Donc, il y a des pharmaciens quand même qui s'y risquent. Il y a des études en cours, il y a des tests, il y a des choses. Parce que notamment sur les essais, si tu vas après sur le site Corning, tu vois des vidéos là, de tests de compression, parce que il est très, très résistant à la compression, bien au-delà de tous les autres types de verres. Mécaniquement, il est très résistant. Et donc, Corning a des sites de fabrication particuliers pour le Valor, ou c'est... Pour celui-là, oui. D'accord. Ouais. D'accord. Et du coup, j'avais une question pour Peggy. Par rapport aux deux types de procédés, c'est quoi l'avantage entre les deux types de procédés pour la canne de verre? Ouais, je ne vais pas savoir répondre. En fait, on m'a expliqué que c'était vraiment en fonction des contraintes clients, parce qu'il y a des... notamment, que je ne dise pas de bêtises, le procédé vélo, qui est celui où il y a des ajustements qui sont un petit peu difficiles. Celui où on a le procédé vertical, on peut avoir des inhomogénéités dans le tube, parce que si le verre est plus fortement d'un côté que de l'autre côté. Et donc, c'est les spécificités du client aussi, les défauts qu'il accepte. D'accord, ok. On ne va pas avoir forcément les mêmes types de défauts, du coup. C'est ça.
Non, non, c'est les tolérances en fait qui sont sur l'un sur l'autre. Et puis après, D'accord. c'est peut-être les compositions qui. Voilà. On n'a pas voulu m'en dire un peu plus, mais en général, il y a souvent les deux procédés quand même dans une usine où certains font D'accord. le choix d'en avoir qu'un. Bon, bonjour. J'ai peut-être une question pour Peggy aussi concernant les cannes de verre. Oui. Est-ce qu'elles sont contrôlées manuellement ou alors il y a des outils qui ont été développés pour contrôler la qualité des cannes avant le converting? Je ne sais plus répondre là. Parce que je vois l'usine. Est-ce qu'il y a un contrôle manuellement? Non. Ouais, là, je ne sais pas vous répondre. Il y a probablement un contrôle, oui, avant le converting. Je ne sais pas. Je suis désolée, là, je ne sais pas répondre. Je visualise pas. Si, sans doute, parce s'il y a des gros défauts, on ne peut pas les envoyer chez le client. Donc, il y a forcément un moment où c'est contrôlé. D'accord, il y a encore des questions ou on s'arrête là? Plus de questions? Bon, ben, merci beaucoup Peggy et merci beaucoup Laetitia pour vos exposés très complémentaires et très intéressants. Alors, quelques annonces pour finir. Alors, c'était l'avant-dernier séminaire avant les vacances d'été. Le prochain, ça sera le 1er juillet et il parlera des fibres de renforcement. Ensuite, concernant donc au niveau français, il y aura donc à la rentrée les journées USTV qui auront lieu à Nice et à Biot, qui vont être organisées entre autres par Wilfried Blanc et par Franck Pigeonneau. Et le mois d'après, au mois d'octobre, donc il y a Matériaux Lille, où il y a 14 colloques, dont un qui s'intitule Verre et amorphe pour les enjeux de demain, donc du 24 au 28 octobre. Et plus proche de nous, donc au niveau international, cette fois-ci, il y a le congrès ICG, donc à Berlin, début juillet. Voilà, bah, je vous souhaite bon après-midi et encore merci aux deux intervenants. Merci à tous. Merci Daniel, merci Laetitia. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.